Bonsoir à tous. Le magazine Santé et Spiritualité, tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant, 95.2 FM, ici-et-maintenant.com pour nous écouter via Internet. Santé et Spiritualité en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris, librairie-inconnu.com pour leur site internet. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio Ici Maintenant Paris Île-de-France, ici-maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet. Le magazine Santé et Spiritualité où j'ai le très grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Sylvie Carlet. Sylvie, bonsoir à toi. Bonsoir Laurent. Très heureux de t'accueillir à nouveau dans le cadre de cette émission. Sylvie, tu étais passée il y a de cela... Combien de temps? Une petite année, je pense pas tellement plus que ça. Tu étais passé avec Gérard Longuet, c'était pour une nuit ou C'était une émission de nuit qui était consacrée à notre travail sur le tantra, en particulier donc tout ce qui tournait autour de la sexualité et tout cet aspect particulier de la sexualité qu'on appelle le tantra et qui en fait est quelque chose qui est très peu compris ou vraiment souvent bien mal compris. Donc ça nous avait pris beaucoup d'heures, mais on aurait bien pu discuter encore beaucoup d'heures. Oui, l'énergie créatrice, l'énergie sexuelle. On peut dire que tu as été très créatrice dans ta vie, jusqu'à maintenant en tout cas, Sylvie. Alors pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, justement l'occasion de faire un petit flashback en arrière, retour en arrière, voir le parcours que tu as suivi, ainsi que celui de Gérard qui n'est pas avec toi aujourd'hui, puisqu'il est dans le sud de la France. Voilà, donc bien sûr, pour ceux qui connaissent Gérard et qui nous écoutent, il vous dit tous bonjour, il travaille... ardument auprès de tous les cassés, ceux qui ont mal, et donc il est en pleine séance d'ostéopathie et je pense qu'il nous écoute, donc voilà, on le salue et on va parler un peu de tous les sujets qui nous concernent ensemble avec toi Laurent. Donc on va rebondir sur la créativité. C'est vrai c'est vrai que ça fait quelques fois que je viens parler de ce que je fais. C'est vrai que je suis plus intéressée à parler de ce que nous faisons et diffusons, de qui je suis, mais on va recadrer un petit peu. Je suis un peu une partenaire de cœur de la radio Ici et Maintenant, ayant été très proche à l'époque de la création de cette radio, de tous ceux qui ont participé à l'existence de cette radio, et je n'aurai de cesse que de redire à quel point je trouve ça fabuleux que vous soyez toujours là. Fabuleux que vous continuiez tous les jours à donner la parole à tellement de gens et surtout d'une façon tellement libre. Et moi, je trouve que c'est vraiment extraordinairement précieux et je te remercie Laurent et je remercie beaucoup Didier et tous ceux qui travaillent dans cette radio. Je trouve que c'est inestimable. 30 ans. Ouais, vraiment fantastique. Fantastique. 30 ans, c'est déjà une certaine maturité. C'est aussi peut-être aussi de se dire qu'on a le droit d'exister maintenant. Qu'on a été considérés un peu comme très marginaux dans toutes nos activités et que maintenant on a peut-être un petit peu le droit de prendre la parole. Voilà. Ça fait vraiment écho pour le coup à ton association et puis en même temps au futur livre qui est chez l'éditeur Très Daniel, Écologie intérieure. Alors écologie intérieure, c'est une belle manière, je trouve, de définir finalement ton parcours et en même temps tous ceux et celles qui ont suivi depuis de nombreuses années maintenant ce cheminement intérieur et de voir que tout est lié. Alors écologie intérieure, il y a vraiment cette interrelation intérieure et extérieure. Voilà, je pense que juste il y a quelques années de ça, maintenant ça remonte à presque 3 ans de ça, je me suis réveillée une nuit et je me suis dit mais c'est incroyable, on nous bassine d'écologie, mais il y a vraiment quelque chose qui manque dans ce discours de l'écologie, c'est vraiment cette dimension que nous, on travaille depuis les années 70, qui est ce travail d'intériorité, c'est de reprendre un peu pied à l'intérieur de soi-même, c'est d'arrêter d'être submergé par tout ce qu'on nous impose, et en particulier aussi ce qui nous a été imposé dans notre histoire personnelle. Et donc... je me suis dit, voilà, et je suis allée sur mon ordinateur, j'ai été sur un site pour déposer le nom d'écologie intérieure, c'était la première. J'ai déposé ce nom-là, et
Et puis voilà, est née cette aventure de ce site qu'on a créé il y a 3 ans. Je me suis donc associée avec Gérard parce que toute seule c'est quand même difficile. Et on a démarré cette histoire-là en imaginant qu'on allait avoir des centaines de gens qui allaient venir vers nous pour nous soutenir, nous aider. En réalité, on est quand même, on le fait, mais on fonctionne quand même beaucoup sur notre propre énergie. Mais par chance, ça fait 3 ans qu'on a quand même beaucoup de gens qui viennent visiter notre site. Pour revenir à cette notion d'écologie intérieure, on a, je pense, je vais parler pour moi, une formation, on va dire, même un peu en marge, mais tout de même assez classique, dans le sens d'un vrai intérêt pour le bouddhisme pendant des années, chose enfin, les bouddhistes tibétains à l'époque étaient quand même très novateurs pour nous, puisqu'ils sont arrivés avec beaucoup d'enseignements justement sur les tantras du bouddhisme, sur des enseignements qui nous mettaient face à des choses qu'on n'avait pas du tout percutées dans nos propres religions, quoi. On était très loin de ça. Donc il y a eu un espèce de renouveau dans notre spiritualité grâce à ça. On restait tout de même profondément, et cela, ça a duré quand même un certain temps pour moi, dans les ismes, c'est-à-dire dans des choses assez traditionnelles. Et puis en même temps, on avait quand même une vie totalement laïque, parce que bon, moi personnellement, j'avais 3 enfants, j'avais mes enfants, il fallait les nourrir, il fallait vivre, etc. Et dans tout ce parcours qui a duré quand même un paquet d'années chez moi, où j'ai voyagé pendant plus de 10 ans avec mes enfants, en allant dans des ashrams, en continuant après le bouddhisme à évoluer vers des choses parce que dans le bouddhisme, j'ai rencontré aussi mes limites, hein, à savoir que moi j'avais besoin de passer par beaucoup de thérapie, de travail, de déposer plein de souffrances, plein de choses qui étaient à l'intérieur de moi. Et ça j'ai découvert ça en Inde, dans l'ashram du maître, à l'époque controversé, Bhagwan Sri Rajneesh, mais qui, d'une certaine façon, nous a permis d'accéder à la thérapie. J'ai eu la chance de séjourner pendant 4 ans dans son ashram, et j'ai rencontré à cette époque-là de très très grands thérapeutes avec lesquels j'ai pu suivre on va dire des thérapies, mais en même temps on baignait dans un champ spirituel, on célébrait, on chantait, on dansait, on méditait. Donc c'est pas juste de la thérapie brute, je vais chez mon thérapeute et ensuite je rentre chez moi. J'étais dans un ashram pendant 4 ans, je faisais mes thérapies, et après la vie continuait. Ensuite, je suis devenue ashramite, j'ai travaillé dans le cadre de cet ashram, je continuais à élever mes enfants, etc., etc. Donc, on sortait déjà un tout petit peu de la tradition, mais on était toujours baigné dans tous ces discours de Bhagwan à l'époque. Il nous faisait des conférences, enfin, des lectures, on appelait ça. Tous les matins, on avait une lecture sur un grand maître d'une tradition différente. On était toujours en train de s'abreuver dans les traditions. Des grands maîtres chrétiens, des grands maîtres soufis, des grands maîtres indiens, des grands philosophes. Il ne faut pas oublier que c'était un agrégé de philo, donc c'était un homme d'une immense culture. Donc nous, on avait 20 ans ou plus, mais on buvait, mais même on allait écouter ces lectures en hindi, on comprenait pas un mot, mais on trouvait ça fabuleux, quoi. Hein. D'ailleurs, quels étaient le type d'Européens qui allaient là-bas? Quand tu nous dis des thérapeutes, est-ce que c'était finalement ceux qui pouvaient se rendre en Inde dans les années fin 60, début 70, avec cet esprit? Est-ce que c'était des gens d'une certaine culture pour avoir connaissance de ça, ou quels étaient justement l'énergie ou l'esprit qui animait ces Européens qui se rendaient là-bas? Écoute, moi je suis arrivée là-bas en 78. Ça faisait déjà, je pense, depuis les années 74-75 que Rajneesh, qui était d'abord précédemment à Bombay, je crois, donnait déjà des enseignements. Et il suffit qu'il y ait une ou deux personnes qui se rendent compte de l'impact, par exemple, d'un maître comme ça, puis ensuite retournent dans leur pays, vont en parler à quelqu'un qui est dans le domaine de la psychothérapie, ou etc. Je pense que ce sont vraiment les esprits curieux qui se sont retrouvés là-bas. Mais il se trouve que ce sont de très grands thérapeutes qui se sont retrouvés là-bas. Aussi bien des thérapeutes anglais, enfin, j'ai souvenir d'un anglais qui était particulièrement impressionnant, ne me demandez pas son nom normal, je ne saurais pas vous le dire, mais des Allemands, des Français, des psychocorporels, des gens de toutes sortes d'écoles différentes. Et donc on a eu à cette époque-là un panel de thérapeutes qui était d'une qualité mais prodigieuse, d'autant plus exceptionnel que c'était des gens qui venaient là pour faire un travail de nettoyage intérieur. Donc ils avaient eux-mêmes une énergie qui se libérait. Donc plus ils travaillaient sur eux-mêmes, plus ils étaient fluides, plus ils étaient lumineux, plus ils étaient de bons thérapeutes. Alors on nous a reproché, ou on leur a reproché, moi à l'époque j'étais pas
j'intervenais pas en tant que thérapeute, on leur a reproché peut-être un peu le manque de limites, mais comment dépasser les limites si on fait pas des choses qui sont hors cadre. Hors cadre. Voilà. On voudrait toujours que on aille hors cadre en restant dans le cadre. On peut pas aller hors cadre en restant dans le cadre. Ouais, c'est pour ça que tu as, j'irais, choisi de pouvoir sortir des ismes. Alors voilà. Alors disons que bon, et ça, ensuite j'ai fréquenté d'autres groupes qui étaient encore moins ismes, mais que maintenant je peux comprendre mieux avec les informations qu'on a maintenant. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est dur de faire un raccourci dans le temps entre 1978 et 2012, mais il se trouve que, on en parlera plus tard par rapport à certaines informations qu'on a mis dans le site, mais maintenant on commence à pouvoir faire des puzzles vraiment très intéressants, où tout en respectant les ismes, on va dire, tout en respectant les traditions, on peut se permettre d'avoir une certaine lisibilité de ce qui est en train de se passer sur la planète maintenant. C'est ça qui est vraiment passionnant. Donc l'idée d'écologie intérieure, c'est d'abord pour, d'une certaine façon, aussi rendre un hommage, entre guillemets, aux écologistes plus traditionnels, qui ont quand même eu le courage, peut-être, de se positionner face aux politiques, parce que c'est bien tout ça, mais si on continue à se faire manipuler et qu'on est les petits babacools qui vont cultiver notre champ ou qui défendons... je ne sais pas trop quoi, mais on sait très bien qu'il faut quand même se faire entendre, il ne faut pas planer, on le sait maintenant. Hein. Donc tous ces gens-là qui ont lutté, Charles Dumont, je ne sais plus comment il s'appelait, Charles Dumont, les premiers écologistes et tout ça, moi je trouve que c'est des gens qui ont quand même réellement fait ils ont réellement déjà, on va dire... Défraîchi le terrain. Oui, ils ont commencé à défricher. Et maintenant... Ils sont vraiment, et moi je le vois bien, même moi ça fait 3 ans qu'on a ce site, mais je vois bien maintenant à quel point les humanistes sont en train de se réapproprier cette écologie maintenant, en disant attention, l'écologie c'est pas seulement jeter son plastique et son carton dans une poubelle, c'est pas seulement lutter contre les OGM, c'est regarder comment je me comporte, comment je peux aussi voir mes conditionnements. Comment est-ce que je peux changer réellement de l'intérieur pour que cette fameuse écologie, cette fameuse société puisse évoluer vers les choses qui sont incontournables maintenant, puisqu'on sait que c'est incontournable. On n'a peut-être pas encore toutes les données de ce qui est incontournable, mais il y a un certain nombre de choses qu'on sait être incontournables. Voilà. Alors tu parlais à l'heure actuelle, et pour faire écho à écologie intérieure, de cette année 2012. Alors, quel est ton regard vis-à-vis de cette année et vis-à-vis de l'écho qu'on pourrait en faire avec écologie intérieure? Précisément, je pense que l'urgence, et ça c'est aussi un de mes constats que je fais, c'est que moi, comme je fais beaucoup de psycho-énergie, j'ai une façon aussi d'analyser les choses d'un point de vue de l'énergie. Je dis qu'on est dans une période de mutation incroyable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire de mouvement. D'accord? Et pour que le mouvement fonctionne, il faut être capable de voir à quel endroit ça bouge. N'est-ce pas? C'est un peu comme de la tuyauterie. Hein? Donc, s'il y a certains endroits où on veut que l'énergie circule, il faut être capable d'identifier à quel endroit il y a des bouchons, à quel endroit il y a des endroits où il faut que ça se dilate de façon à ce que l'énergie circule. Et la transformation ne peut se passer que s'il y a une dynamique de transformation de l'énergie. Et c'est valable aussi pour l'énergie qui nous sert, la lumière, le reste. On a beaucoup de choses à dire là-dessus. On a beaucoup d'informations aussi à donner, à relayer par rapport à ça, mais ça fait partie de la même histoire. La nouvelle, remettre cette fameuse créativité, c'est simplement de l'énergie en nous qui doit circuler mieux. Et intérieurement, dans le travail qu'on fait dans nos travaux de thérapie, c'est si on n'identifie pas à quel endroit on est bouché à l'intérieur, on ne peut pas amplifier sa propre énergie de lumière, n'est-ce pas? On ne peut pas amplifier sa créativité, parce que sa créativité, c'est notre énergie vivante. Voilà. Donc, je pense que cette réalité du dedans et cette réalité de ce qu'on est en train de réaliser à l'extérieur est absolument à l'identique. Il suffit de regarder ce qui se passe à l'extérieur et il suffit de regarder ce qui se passe à l'intérieur pour comprendre que c'est exactement la même chose. Voilà. Donc c'est une question d'identifier les endroits qui nous empêchent d'évoluer, qui sont très souvent des dictates, soit à l'intérieur de nous-mêmes sont des conditionnements,
n'est-ce pas, qu'on a reçu de notre famille ou La culture. ou de notre culture, ou peut-être pourquoi pas de choses innées, si on est né avec quelque chose, si on croit à la migration des âmes. Et dans nos sociétés, eh ben, ce sont des dictates intellectuels, hein, ce sont des dictates de conventions de pensée collective qu'on a sur la planète, que les choses sont comme ça, mais ce ne sont que des choses fixes, ce ne sont pas des choses réelles, c'est notre, en tant qu'humain, c'est notre réalité, mais c'est probablement pas la réalité d'autres intelligences, par exemple. Donc on pourrait dire que cette réalité, elle est relative. Voilà. Les physiciens le connaissent bien. Mais cette relative, tant qu'on n'a pas compris que nos pensées sont relatives, eh ben on y croit dur comme fer. Et à ce moment-là, on appelle ça des convictions. Des croyances. Et des croyances. Et ça, c'est très très difficile à faire bouger. Et 2012, et même depuis ces 10 dernières années, on pourrait dire, on est tellement matraqué par les événements, par la planète elle-même, elle matraque, elle est sous une telle pression de changement, laquelle est déjà connue et identifiée, comme on le sait, par toutes ces traditions. Bon, Maya, on connaît, mais récemment, on a mis dans le site tout un texte de Sai Baba, qui est un très très grand maître décédé maintenant, qui parlait en 2001 de ce qui est en train de se passer maintenant. Mais c'est fantastique. Il dit on va assister en 2012 et à cette échéance au plus grand changement qu'on n'aura jamais vu sur la planète. Et c'est réel quand on regarde de tout ce qui va se passer dans les changements, il n'y a aucun humain qui pourra résister à ça. Même pas les multinationales. Ils vont essayer, hein, de toute façon. C'est normal. Mais je pense qu'à l'échelle cosmique, on n'est quand même que des très petites fourmilières. Hein, même si on est le président Obama, ou même si on est Rothschild ou Rockefeller. On est d'accord. Hein. Donc, Et alors, une bonne image pour illustrer ce que tu viens de nous dire, c'est le livre Écologie intérieure qui, à l'heure actuelle, est en relecture chez Très Daniel. Et ce qui est très intéressant, tu me disais ça hors antenne, c'est la manière dont Très Daniel a pu t'expliquer finalement qu'au fur et à mesure des années, il y avait différentes caractéristiques de lecteur. Soit, alors je te laisse développer, mais c'est très intéressant. Ça reflète vraiment les temps présents. Ah oui, ça m'a fait. Ouais, mais c'est la remarque donc de notre interlocuteur, donc en effet chez Très Daniel. Il me disait, vous voyez, on est très perturbés, nous, parce qu'on est un peu spécialisés dans les livres sur développement personnel, spiritualité, santé, etc. Et ben jusqu'il y a encore une dizaine d'années, on avait un public ciblé. Voilà, c'était les gens qui allaient dans les librairies ésotériques, c'était les gens qui allaient aux conférences, voilà, toutes les différentes conférences sur le développement personnel, qui allaient dans les ashrams, qui allaient voir les maîtres, etc. Il me dit maintenant, cela n'existe plus. Il n'y a plus un public ciblé pour ça. Maintenant, c'est partout que ça se passe. Et on est complètement désorienté parce qu'en même temps, c'est partout. Et en même temps, on ne sait pas où c'est parce que c'est partout. C'est comme si d'un seul coup, cette poche, vous voyez, cette espèce d'époque où on était justement dans nos ismes et où on pouvait faire une différence entre quelqu'un qui a une démarche spirituelle et quelqu'un qui n'en a pas, eh bien maintenant on ne peut plus. De toute façon, on était déjà tous dans le même bain, mais c'est comme si maintenant il n'y avait plus besoin non plus qu'il y ait des matrices particulières. De cataloguer. Voilà. Pas seulement ça, mais aussi toute l'époque des grandes matrices des années 60 ou 70, des grands ashrams. J'y étais, donc je sais bien à quel point c'était nécessaire. C'est comme si la société était trop hermétique. Et tous les gens comme nous, on avait besoin d'aller vivre ça dans des endroits particulièrement ouverts. Et après, on revenait dans la société et c'était dur, 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 dur. On n'arrivait pas à rentrer dedans parce que c'était très bloqué. Et maintenant, tout le monde se pose des questions. Parce que la planète entière est prête, là, dans cette année 2012 ou depuis cette dernière décennie, est prête à recevoir, je pense, un niveau vibratoire qui est plus élevé. C'est ce que disent les gens, le magnétisme de la Terre qui a changé. On est dans une méga transformation fabuleuse. Je veux dire, d'une certaine façon, pleine de bonnes nouvelles d'un côté, mais aussi pleine de peur. Parce que les gens ont très peur du changement. Les antagonismes. Et de toute façon, les antagonismes, ils existeront toujours. Comment on va simplement les traiter, les gérer? C'est ça qui est important. C'est ça dont on peut parler. Entre nous et avec les auditeurs. Enfin, moi, je vois dans mes stages où
Et je crois que c'est important de pouvoir parler. Moi, c'est ça qui me plaît avec l'idée de faire ce livre, c'est de pouvoir parler, débattre, de façon à faire tomber un peu certaines peurs aussi, et même de débattre avec des gens qui sont plus au pouvoir ou qui sont plus proches du pouvoir. C'est comme si, ben moi j'ai parlé à certaines personnes là, au moment où je cherchais un éditeur, etc. Et on m'a dit oui, mais vos sujets sont marginaux. C'est quand même rigolo d'entendre ça. Nos sujets sont marginaux, l'écologie intérieure ou l'écologie. C'est fini ça. Ça c'est un langage, vraiment un langage du passé. Parce que ça c'est pas du tout marginal. Hein. Et ce que je t'ai dit en arrivant tout à l'heure, c'est on ne peut plus, en 2012, je relis mes notes, on ne peut plus isoler la spiritualité, le développement de la personne, déjà de notre santé, déjà de notre environnement, donc de l'écologie. Notre nourriture. Notre nourriture, alors là, on peut en parler. Hein. Notre approche du travail, et là on peut dire que c'est à fond. Là, alors notre approche du travail, j'ai listé toutes ces petites choses-là. Donc, et aussi, bien entendu, notre nourriture, qu'est-ce qu'on met dans nos corps, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a tant de cancers, pourquoi il y a tant de maladies, notre rapport avec les gens âgés, notre rapport avec bien sûr ce qu'on respire, notre créativité, notre façon de travailler qui pour moi est un pilier, et je suis pas du tout je suis pas du tout politiquement, ça m'intéresse moyennement de dire je suis de droite ou de gauche ou du centre. Moi, ce qu'il y a de sûr, c'est que j'ai pas du tout le même slogan que Sarkozy, c'est-à-dire moi, je pense qu'il faut répartir le travail parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde, donc il faut travailler moins et vivre mieux, et ça ne peut se faire que si on regarde du côté des progrès. Hein, c'est-à-dire des progrès dans les nouvelles énergies, les nouvelles technologies, qui vont permettre de faire baisser le coût de notre survie. Et si on baisse le coût, on n'est pas obligé à ce moment-là de ramer comme des tarés pour payer notre loyer et mettre de la gasoline dans notre voiture. Donc tout ça est extraordinairement lié. Voilà. Et dans notre site, on essaye de mettre le maximum d'informations pour que les gens réfléchissent et reprennent confiance et se disent que c'est possible, en fait, d'envisager l'avenir, surtout pour les jeunes, les pauvres. Si on leur balance la crise sur la tête comme ils entendent ça depuis ces 10 dernières années... même 40. Oui, ouais, toi qui as 40 ans. Je suis né en 74, j'ai toujours entendu la crise. C'est pas compliqué. Elle n'a jamais cessé. Voilà, donc parlons de ça, parlons de l'espoir. C'est ça qui m'intéresse. Alors justement, dans quelle mesure est-ce qu'on peut aborder le travail que tu fais avec Gérard Longuet dans le cadre de cette écologie intérieure? Alors on peut effectivement aborder la santé, la nourriture, notre rapport à l'environnement, à notre travail, puisque quand même on travaille minimum 8 heures par jour, minimum, ça dépend de tout à chacun. Et puis du temps que l'on consacre au cheminement que l'on a vis-à-vis de notre développement personnel, vis-à-vis des nouvelles énergies, de tout ce dont tu parles, même notre rapport au temps change. Ouais. Alors, il faut quand même rester raisonnable dans les capacités qu'on a à intervenir. Moi, ce que je peux dire, c'est que Gérard et moi avons chacun notre particularité. On a chacun notre intervention individuelle avec les personnes. Gérard, il est un ostéopathe. Chez lui, il refuse des gens. Ça ne désemplit pas chez lui. Pourquoi? Parce que les gens veulent se faire prendre en charge. Les gens, ils ont mal partout. Ils sont angoissés. Ils ont besoin qu'on soulage leurs bobos. Ils ont besoin. Et puis, moi, je suis dans l'autre côté qui est, moi, je suis là pour aider les gens à avoir envie de se prendre en charge eux-mêmes. Alors là, moi, je suis pas du tout surbookée, bizarrement. Hein, parce que là, c'est beaucoup plus difficile. Et je crois qu'actuellement, on est dans une telle culture de la peur de cette crise que moi, franchement, hein, alors on peut impacter ça sur les problèmes économiques, mais j'ai rarement vu une période où aussi peu de gens, surtout par rapport à mon parcours, où j'ai vu ce qu'il faut déployer pour faire ce travail intérieur, aussi peu de gens ont de la persévérance, aussi peu de gens ont envie de faire le travail personnel pour déployer cette créativité. Et je trouve ça très paradoxal. Parce que pour mener ces changements qui sont en train de se passer maintenant, il faut qu'il y ait des gens qui soient véritablement
en véritable écho intérieur et extérieur avec ce qui est en train de se passer. Parce que tant qu'on n'a pas débouché à l'intérieur de soi un peu la tuyauterie, c'est très très difficile d'aider la tuyauterie à se déboucher extérieurement. Je sais pas si Tout tu à fait, vois. tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que je tiens à dire ce soir, parce que moi, là, surtout ces derniers mois, là, depuis septembre, je vois à quel point les gens sont frileux de venir faire le travail, sont frileux de le suivre. Nous, on s'est engagés comme des fous, hein. Que ce soit Didier là avec cette radio, nous dans nos parcours, on est parti, on a fait des kilomètres, on s'est restreint beaucoup matériellement, on a emmené nos gosses, on a médité, on a travaillé en plus, on a fait les 3-8 pour y arriver. On s'est vraiment donné beaucoup. Alors c'est pas pour écraser, hein, pour dire que les autres font pas comme il faut, mais franchement moi ça me donne quand même une certaine autorité pour dire que moi je vois bien ce kiff. Quand on veut quelque chose, il faut mettre quelque chose. Sinon, la balance, ça peut pas marcher. Alors justement, qu'est-ce qui te caractérise? Comment expliquer finalement toi l'énergie que tu as voulu y mettre à ce moment, hein, fin 60, début 70, et que tu as continué tout au long de ta vie, hein, au final, hein, pourquoi est-ce que, ou quel a été le déclic que toi tu as eu et qui aurait peut-être, de ton regard, tendance à manquer au jour d'aujourd'hui pour que les personnes désirent justement se responsabiliser? Et peut-être que le déclic, je ne sais pas, alors je vais la faire à l'envers. Ouais. On parle d'écologie intérieure, on voit que tout est lié, d'accord? La santé, la nourriture, le rapport au travail, le développement personnel, la spiritualité, notre rapport à l'environnement, au temps, etc. À quel moment sur ton parcours tu as eu conscience que l'intérieur et l'extérieur étaient intimement liés, qu'on ne pouvait pas faire un travail sur soi si on n'allait pas faire ne serait-ce que le tri de nos poubelles? Oui. Juste cet exemple. Quand est-ce que tu as fait ce lien? Alors, écoutez, justement, peut-être je vais reparler un petit peu de ce projet, de ce livre en fait qu'on a mis sur pied avec Gérard. On a trouvé intéressant justement pour le public de faire chacun notre petit parcours. Alors, qui c'est pas pour parler de soi, mais on a tous les deux fait notre parcours, justement parce qu'on a pensé que c'était pédagogique pour les gens de comprendre comment un être humain, même si on est né à une certaine époque où il y avait une ouverture pour ça, comment un être humain va parcourir ce chemin pour arriver à l'endroit où je suis, par exemple, maintenant, un peu à cette période un peu plus automnale de ma vie, on va dire. Et ça, j'ai trouvé que ça, c'était vraiment très intéressant, parce que chacun a son histoire. Moi, j'ai rebondi à la suite de certaines choses assez dramatiques dans mon existence, quand j'étais très, très jeune, voilà, confrontée à la mort, confrontée à des choses très difficiles avec un de mes enfants, etc., des problèmes de santé, des choses où il a fallu que je prenne des décisions. Et bon, voilà. Et au moment où j'ai vu que je m'en sortais pas avec, par exemple, avec le père de mes enfants et que on s'est séparés et que c'était tellement dur, puis en fait, il est décédé très peu de temps après parce qu'en fait, effectivement, il était très très mal. Mais moi, j'ai pas pu le sauver. Il avait des problèmes totalement psychologiques, hein. Mais bon, il se trouve que voilà. Et moi, je me suis retrouvée toute seule à 23 ans, avec 3 enfants, dont un qui avait des problèmes de santé. Et à ce moment-là, moi, j'étais mobilisée sur cet enfant complètement, hein. Et comme j'étais naturellement ouverte et que j'étais une artiste déjà, c'est à l'époque où j'ai rencontré Didier, on était tout de suite déjà branchés sur ma première... Je faisais déjà de la création artistique, j'étais déjà sensible, mais j'ai rencontré ce premier ami qui était musicien et qui était juif, mais pas pratiquant, mais on a commencé à lire, on lisait le Zohar. À l'époque, il me lisait ça tous les jours, et puis on a commencé à rencontrer Kalu Rinpoche, et puis on s'est rencontré avec Didier, avec toute cette mouvance. Et moi, je voulais juste montrer mon enfant à ces gens. Je voulais lui dire, mais voilà, moi, je suis peut-être responsable aussi en partie de ce qui est arrivé à cet enfant. Aidez-le. Et moi, je veux, voilà. Donc, à la limite, j'y allais pas pour moi au début, j'y allais surtout pour lui. Et puis, petit à petit, bien sûr, je me suis aperçu que c'était moi qui étais concernée, pas lui. Lui, il allait très bien. Mais j'ai eu la force à ce moment-là de dire au médecin, non, ce que vous me proposez pour lui, eh ben, ça sera pas ça que je vais choisir. Parce qu'on me proposait, voilà, de le faire rentrer dans des maisons médicalisées, il avait un handicap moteur, voilà, de lui couper les muscles pendant tout le long de sa croissance. Enfin, c'était un truc. Mais j'ai dit non, non.
Et là, j'ai été vraiment aidée par mon ami de l'époque. On a dit non au médecin et on a dit non, nous, on va s'en occuper, nous. Et on a commencé à lui faire du yoga, etc. Donc voilà, le début de mon parcours, ça a commencé comme ça. Ouais, c'est le début. Et c'était vraiment fabuleux, quoi, parce qu'on a pris notre destin en main à ce moment-là. Avec nous aujourd'hui, Sylvie Carlet, qui travaille en partenariat avec Gérard Longuet, qui est ostéopathe. Sylvie est thérapeute. Pour en savoir plus, voici 2 numéros de téléphone. Je vous donne d'abord le numéro de téléphone portable de Sylvie, le 06 85 71 48 63, que je répète, le 06 85 71 48 63. Alors Sylvie, tu reçois sur Paris et en même temps tu vas quelque temps dans le sud quand cela t'est possible? Non, pas particulièrement, mais Gérard vient à Paris, lui, 3 jours par mois. Moi, je vis entre Paris et Majorque. Je vis pas tout le temps à Paris. Et voilà, parce qu'à Majorque, avec mon compagnon, on a une entreprise d'horticulture bio. Donc, on a vraiment les pieds. On est dans une vraie réalité du parcours. On n'est pas dans des extrapolations. Voilà. Donc, moi, je travaille sur Paris. J'ai mon petit atelier à Paris. Les séminaires les groupes, je reçois en individuel à travers mon association qui s'appelle La Source Créative. Et on fait donc quelques séminaires, pour l'instant pas énormément, dans un lieu résidentiel près de Paris qui s'appelle le Moulin de Mousseau. Et dès que le livre sera sorti, on fera certainement des ateliers conférences. On en a déjà un petit peu fait, mais là on aimerait bien qu'il y ait un peu un impact un petit peu plus important. Donc peut-être on fera quelque chose ici aussi, pourquoi pas, hein. Alors, le numéro de Gérard, le 06 08 73 77 23, le 06 08 73 77 23. Le site internet, bien entendu, www.écologie-intérieur.com, écologie- le tiret de la touche 6 de votre clavier, intérieur.com. Différents stages que tu proposes, est-ce que tu les fais avec Gérard? Oui, ces 3 stages-là les 4 dont je t'ai parlé sont co-animés ensemble. Donc, le temps d'un week-end du 30 mars, enfin le week-end du 30 mars et du 1er avril, la thématique retrouver la puissance de l'amour par le tantra. Alors, c'est du tantra blanc. Non, Là, non, ça c'était pour le stage d'été. Quand on dit tantra rouge ou tantra blanc, ça veut dire que quand on dit tantra rouge, ça veut pas dire qu'il y a de la sexualité pendant le stage. Ça veut dire qu'on met en route l'énergie sexuelle, même s'il y a absolument aucune relation sexuelle. Voilà, le tantra blanc, c'est des méditations seules, mais orientées vers le tantra. Alors justement, avant d'avoir le stage d'été où il y a le tantra blanc, il y a un autre week-end qui aura lieu au mois de juin, le 22 jusqu'au 24 juin. Alors c'est là pour le coup, oui, ça commence le vendredi soir, ça se poursuit le samedi et le dimanche et ça se termine à 16h. La voie de l'écologie intérieure, donc au mois de juin, du 22 au 24. Et enfin le stage d'été, tantra blanc, du 4 au 11 août. Alors ça se passe à la montagne, au programme méditation et rando. Voilà. Hein, et on rappelle le livre qui devrait sortir cet automne. Oui, voilà, d'après notre éditeur, il est préférable d'attendre que les élections soient passées. Elle est pas mal celle-là. Comme quoi ça rythme un peu notre vie. Hein. Même au niveau des éditions, c'est aux éditions Très Daniel et le livre s'appelle Écologie intérieure de Sylvie Carlet et Gérard Longuet. Fin de cette première page promotionnelle. Alors Sylvie, je te demandais donc dans quelle mesure est-ce que tu as eu le déclic, et force est de constater, je me demande si c'est pas le cas pour nous tous. En tout cas en très grande majorité, à savoir se retrouver un peu au pied du mur, dans une situation très inconfortable, pour décider, comme tu l'as dit, hein, au début c'était pas pour toi, c'était pour ton enfant, d'entreprendre ce cheminement. Alors au jour d'aujourd'hui, dans quelle mesure est-ce qu'on a encore la possibilité de traîner, je dirais, de ne pas forcément se poser de questions, parce que à t'écouter tout à l'heure, tu le dis bien, dès le moment où il s'agit d'aller voir quelqu'un se mettre ou s'en remettre dans les bras d'un thérapeute, c'est une chose, mais dès le moment où il s'agit de faire le travail sur soi et de devenir indépendant et responsable, ça c'est plus difficile. Donc force est de constater apparemment que le déclic n'est pas encore passé. Est-ce que cela serait dû justement au fait que l'inconfort
général n'est pas assez fort ou assez puissant. Ouais, moi je pense que c'est absolument exactement ça. Ce qui fait que dans bien des cas, les gens attendent d'avoir soit un gros pépin de santé, soit un deuil, soit quelque chose de très violent pour s'y mettre. Là, moi je constate surtout que on est quand même très submergé par je veux pas du tout culpabiliser les médias. On est quand même submergé par beaucoup d'informations très anxiogènes. Donc naturellement, et on pourrait dire c'est tout à fait normal, les gens ont envie de se replier, se faire du bien, cocooner, se protéger, se mettre des peluches et penser que la vie va passer comme ça. Malheureusement, si d'un seul coup, dans la porte d'à côté, il y a quelqu'un qui a une dépression nerveuse, un autre un cancer, un autre un truc, on aura beau se mettre des cotons dans les oreilles et des oreillers sur la tête, on est bien obligé de se rendre compte qu'il se passe quand même des choses. Alors, on peut pas dire que les problèmes de santé, etc., tout est issu d'un manque de spiritualité. Non, mais certainement issu probablement déjà d'un manque de lucidité pour comprendre ce qui est en train de se passer. Si on prend par exemple le problème de l'alimentation, moi je suis en train de me poser un peu ce problème-là parce que moi j'étais un peu, on va dire, évaporé, le corps toujours très très difficile, très perturbé. Et là, j'ai lu un livre, et d'ailleurs j'en profite aussi pour parler de ce livre, d'un médecin qui a écrit un livre sur les intolérances alimentaires, je crois qu'il s'appelle Jean-Pierre Willem. Ah oui. Et moi, ce livre m'a ouvert les yeux, parce que parce que moi j'ai la thyroïde abîmée depuis plus de 10 ans, j'ai des problèmes d'arthrite, de digestion, mais je vais très très bien dans ma tête, mais si je m'occupe pas de mon corps, et d'un seul coup j'ai lu ce livre, je me suis aperçu que probablement il y a quelque chose dans mon alimentation qui est pas correct, qui fait que j'ai toute une partie de mon énergie qui est mobilisée à essayer de rester en forme dans mon corps pour transmettre ce que j'ai envie de faire, ma passion. Et si je ne m'occupe pas de ça, pour moi, ça sera des années en moins, probablement à pouvoir faire ce que j'aime faire. C'est surtout un inconfort qui, même si j'ai un esprit bien puissant, je suis obligée de faire les choses dans un état d'inconfort. Donc ça me paraît vraiment très très important. Donc aussi, ça c'est une première chose. Ça va, tu n'as pas culpabilisé donc. Ah non, tu vois. C'est peut-être pas une grande propension à ça, j'en sais rien. Par exemple, l'alimentation avec notre jardin bio à Majorque. En étant immergée dans cette expérience, même si c'est pas moi qui l'a fait directement, mais à chaque fois que je suis en Espagne, j'ai les mains dans la terre, en train de planter, en train d'apprendre aussi avec mon compagnon tout ce qui se passe, je me rends compte que ça fait des années que j'ai pas mangé correctement, que j'ai mangé des aliments qui avaient pas de goût, et puis en regardant dans les trucs, je me suis aperçu que les aliments que j'avais mangés étaient bourrés de pesticides et de machin, etc. Donc je me suis penchée sur. Moi j'apprends en même temps. Il y a des choses que je sais, mais il y a des tas de choses que je savais pas et que j'apprends grâce à notre site, parce qu'on met plein d'infos, grâce à l'expérience faite justement par mon compagnon Jean-Pierre, qui est à fond là-dedans, etc., etc. Donc c'est pour ça que il y a peut-être quelqu'un qui sera en très très grande santé physique parce qu'il aura bien mangé bio, mais il sera bourré de bouchons à l'intérieur parce qu'il lui, il n'aura pas dépoté ses colères et ses machins. Il y en a d'autres qui auront bien dépoté les colères, mais qui continueront à s'empoisonner en mangeant du gluten ou des laitages. C'est pour ça que je trouve qu'on peut plus se couper en petits morceaux. On est obligé de regarder la chose dans son ensemble, comme on est obligé de regarder l'énergie dont l'argent fait partie. Comment je gagne mon argent, donc comment je travaille, donc d'où vient l'argent, qui nous manipule, enfin, je pourrais utiliser le méchant mot manipulation, mais qui tient les rênes. Donc d'un seul coup on s'intéresse à la politique. Ou après on s'aperçoit que c'est pas que la politique, ils n'ont pas grand chose, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre les politiciens. Qui est-ce qui manipule les politiciens? Et qui est-ce qui manipule ceux qui manipulent les politiciens, etc. Donc obligé de s'informer. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines informations qui nous arrivent des États-Unis, là comme le film Thrive, je sais peut-être que tu vu. Oui. Bon, je dis pas que c'est une bible, mais il y a des informations intéressantes à regarder quand même. Il faut quand même un petit peu, il faut se faire son idée. Il faut s'informer, se questionner et se dire que si on veut avancer là dans cette période compliquée, il faut se donner tous les moyens d'être au fait d'un maximum de choses importantes à savoir. Hein? Alors, dans ce sens-là, Gérard Longuet, lui, s'intéresse au corps en tant qu'ostéopathe. Toi, ta partie, c'est l'énergie et tout ce qui a trait, on va dire, au psychisme. La créativité, beaucoup, et le psycho-énergie. Oui. Donc, dans ce sens-là, il
Est-ce que dès le moment où on s'intéresse au corps, on est obligé quelque part, alors non pas d'être dépendant, ce que j'ai à dire par là, c'est qu'on peut s'informer, comme tu le disais, s'instruire à travers des livres, avoir des informations, écouter des émissions de radio ou Bah autres. ouais, mais bien sûr. Mais ça, c'est une première chose. Mais dans quelle mesure est-ce que finalement notre santé va aller en s'améliorant si de l'autre côté, les fameux bouchons énergétiques, si le psychisme, si notre rapport, notre vision du monde à la conscience n'est pas modifié? Non, moi je suis encore une fois, je vais reprendre le même thème. Je pense que absolument un ensemble et il est extrêmement urgent que les gens se rendent compte que quand ils sont bourrés de bouchons, euh, de croyances, de conditionnements, de limitations, ils vont subir une pression très importante dans cette période maintenant. Hein. Et un peu ce qui ne passe pas casse, hein, on va dire. Si ça passe pas, ça va casser. Il y a un côté un peu comme ça. Il y a un côté que si on fluidifie pas un peu nos énergies, nos bouchons, ce qui nous empêche d'être dans ce changement de paradigme, pardon, je pense qu'à ce moment-là, on peut se faire très mal. C'est-à-dire, on peut se fabriquer des maladies, on peut se fabriquer peut-être des problématiques, alors que si on regarde et qu'on a le courage d'affronter ce qui nous limite à l'intérieur, ou ce qui nous fait peur, ou et qu'on se à ce moment-là, on a une chance de pouvoir être beaucoup plus souple. Hein. C'est un peu le chêne et le roseau pour reprendre en fait quelque chose de tellement simple à comprendre, qui est dans cette flexibilité du roseau. Il va pouvoir s'adapter aux tempêtes, il va s'adapter au vent. Mais le chêne, s'il est trop rigide, il va tomber. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose d'aussi simple que ça dans cette période où il y a un vent terrible qui souffle, où il y a énormément d'éléments déchaînés positivement, parce que je pense qu'il va y avoir vraiment une grande nouvelle époque et qui vient beaucoup plus vite qu'on ne croit. Moi, par exemple, je me disais, mais moi, je suis trop âgée pour voir enfin, j'arrêtais pas de dire, j'espère que je verrai la révolution énergétique avant de mourir. Mais moi, je pense que je vais vraiment la voir et beaucoup plus vite que prévu. Beaucoup plus vite que prévu. Donc, il faut rester souple. Et si tous nos dirigeants disent non, ça va jamais changer, il faut continuer, maintenant il faut qu'on travaille 45 heures par semaine, travailler plus pour vivre mieux et se cramponner à des idées qui sont certes très 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 courageuses, mais qui pour moi ne représentent pas la flexibilité du roseau, à savoir regardons où va l'énergie, regardons comment ça fonctionne, soyons modestes. Nous ne sommes qu'une petite planète à la périphérie d'une galaxie avec quelques milliards de fourmis dessus. Hein, il suffit juste de prendre un avion pour se rendre compte de la taille qu'on a. Donc, d'où nous viendrait l'idée que on pourrait diriger les choses de la galaxie à nous-mêmes? Ça paraît complètement absurde. Je pense que tous les enfants le savent. Il n'y a que les adultes qui ne le savent pas. On demande à un enfant les choses importantes, il saura beaucoup mieux les dire qu'un adulte. Et dans ce sens-là, retrouvons l'intelligence de l'enfant. Les enfants se posent beaucoup de questions existentielles. Et les enfants sont extrêmement angoissés de voir comment les adultes gèrent ça. Moi-même, j'ai des souvenirs de moi petite de ça. On ne comprend pas le monde des grands, on ne comprend pas comment ils voient pas. C'est comme s'ils étaient aveugles et nous on voit quand on est enfant. Un enfant voit. Et je crois qu'il faut écouter les enfants, il faut leur redonner aussi, il faut redonner du sens à leur existence. Et tous les jeunes qui sont en détresse maintenant, je pense que s'ils avaient plus d'informations, ils pourraient se dire maintenant on va relever les manches et on va pas avoir peur, par exemple, de repartir à la campagne, de changer de manière de vivre pendant un certain temps. On ne va pas retourner à la charrette à bœufs, ça c'est sûr, ils peuvent se rassurer. Mais le changement qui vont arriver vont probablement apporter la plus grande, je pense, la plus grande révolution de notre planète depuis que nous on peut le concevoir. Peut-être d'autres civilisations plus anciennes, je sais pas, mais de ce qu'on connaît nous maintenant. Et je pense que c'est un immense espoir pour les jeunes. Et c'est probablement des milliers et des milliers et des milliers d'emplois pour les jeunes qui vont se créer, mais dans un nouveau paradigme, pas dans l'ancien. Et quand on entend le discours des anciens, ben les jeunes, ils ont envie de faire un grand bar d'honneur parce que ils voient bien que c'est pas ça. C'est ça l'histoire. Et c'est pour ça que c'est important de s'occuper de son débouchage intérieur pour avoir la vision. Pour ce qui est, on va dire, les enfants, ils n'ont pas besoin de ça. Mais les post-ados,
allez, jusqu'à ceux qui ont les premiers problèmes de santé, là, tu vois, jusqu'à 45-50 ans, quand ils ont la première petite alerte cardiaque ou autre. Cette tranche-là qui se pense invulnérable, c'est celle-là qui doit se remettre en question. Vraiment. Parce que sinon, ils vont souffrir, là, maintenant. Et puis, ils font beaucoup souffrir. Ils prennent... Je veux dire, ça prend du retard par rapport à tous les jeunes qui sont là en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie dans ce qu'ils nous proposent? Voilà. Si d'un seul coup, par exemple, je reviens à une information qui est sur le site, sur ce qui est en train de germiner dans les nouvelles énergies, si d'un seul coup on arrive à avoir de l'énergie pas chère, il y a un système qu'il faut aller voir, il faut suivre, hein, c'est peut-être juste le début. Ça s'appelle le LENR, en anglais, pour ceux qui parlent anglais, ça s'appelle Low Energy Nuclear Reaction. Et il y a des gens qui sont en train de travailler sur un système qui s'appelle, il y en a plusieurs, hein, un qui s'appelle le ICAT. Et le ICAT, eh ben, c'est en fait cette réaction nucléaire à froid qui est étudiée et qui est plus qu'étudiée, hein, qui est presque prête à sortir maintenant sur les marchés. Oui, fusion froide. Fusion froide. Imaginons qu'on puisse maintenant avoir une énergie pas chère. Qu'est-ce que ça va changer dans notre société? C'est monstrueux, c'est énorme les impacts. Ça va faire baisser une pression tellement phénoménale sur tout. Sur toute l'économie, sur la pauvreté, enfin, l'impact il est gigantesque, il faudrait des heures pour en débattre. Mais bon, les informations elles sont là sur le site, vous pouvez aller voir. Déjà, surtout les jeunes, suivez ce qui est en train de se passer, parce qu'il va y avoir je pense, vraiment des quantités extraordinaires de choses à faire, quoi. Comment tu perçois Internet? Ben, fabuleux, parce que pour moi c'est l'horizontalité, hein, c'est-à-dire c'est la capacité, si on nous verrouille pas, hein, bien sûr, il y a toujours les dangers de se faire verrouiller. Moi, je pense que la révolution, ce qui est en train de se passer maintenant, ne pouvait pas se passer tant qu'Internet n'existait pas. Donc, Internet était la prérogative à la prochaine révolution énergétique. Voilà. Nous, toutes les informations qu'on a et qu'on met sur le site, c'est pas par la presse normale, hein. C'est que des informations via Internet, hein. Alors, évidemment, on les fouille, hein. On les fouille, on essaye quand même de vérifier, on met pas tout et n'importe quoi. Et bien sûr, il peut nous échapper des choses, mais moi, j'ai à la maison une tête chercheuse, qui est mon compagnon, qui passe des heures et des heures et des heures, qui s'intéresse essentiellement aux énergies, en dehors de son jardin, hein, essentiellement aux énergies, à la nouvelle révolution énergétique. Il y a déjà des machines aussi à énergie libre qui fonctionnent, hein. Donc, il y a plein de choses en ce moment sur la planète. Mais il y a encore la chape de plomb des énergies fossiles qui est là et qui empêche de faire vibrer l'histoire. Mais ils ne pourront pas le retenir. C'est comme un immense tsunami, je veux dire, positif, qui nous attend, je crois. Oui, pour revenir sur la métaphore du roseau, le roseau, avant de germer, il met 3 ans, il développe ses racines, et puis d'un coup, hop, ça sort. Puis après, il sort partout, et après, tu n'arrives plus à le contrôler. Ah, c'est un peu Internet, hein. Ouais. Donc, Dieu merci, il y a des choses qu'on peut pas contrôler. C'est trop fort. Alors, si j'entends ton propos, et ce qui est important, et on en revient à ce que tu as mentionné au tout début, à savoir qu'on peut effectivement s'intéresser à la santé, à notre corps, mais le corps reste l'extérieur d'une manière générale. Alors, c'est certainement un très bon point de pouvoir avoir connaissance des intolérances alimentaires, de la manière dont on se nourrit, d'où viennent les produits, etc., etc. Mais dès le moment où on n'a pas eu l'occasion de travailler dans son intériorité, sur notre conscience, sur nos conditionnements, sur nos schémas, sur toute cette tuyauterie qui est bouchée, eh bien, on pourra certainement avoir un corps. Alors, je vais donner peut-être une image. Avoir l'occasion de faire du yoga tous les jours, de manger bio. Tiens, d'ailleurs, Hitler mangeait bio, enfin oui. mangeait bio, était végétarien. Ouais, c'est un exemple, mais cela n'empêchera pas que l'énergie étant à la base, la pensée étant là présente et qui est à la racine, je dirais, peut-être de la manière dont on peut se fourvoyer, eh bien, notre corps ne sera jamais réellement le plus réceptif possible à faire circuler l'énergie, puisque, encore une fois, c'est la pensée qui dirige tout. Exactement. Ben, on est dans la problématique de l'ego, hein. Le travail spirituel, c'est, on va dire, la dissolution de l'ego, ce qui ne veut pas dire la disparition de l'ego, hein. La dissolution, c'est-à-dire la fluidité, la fluidification de l'ego. Et là, on arrive dans ma conception du tantra. Le tantra, c'est 2 racines. Hein, c'est tan, le tissage, et tra, c'est la participation. J'ai noté, c'est en même temps l'intériorité
En fait, c'est en fait, on va tisser entre l'univers extérieur et notre propre intériorité, on va tisser quelque chose. Et quand on est dans cette notion d'ouverture, on reste soi-même. Hein, notre ego, c'est quelque chose de fantastique s'il est utilisé dans ce tissage entre notre propre intériorité et le monde et l'univers. Et cette trame, voilà, ce fil et cette trame dans le tissage. Et tantra, c'est ça, c'est tisser. C'est pas uniquement s'occuper de la sexualité. Nous, quand on parle de tantra, c'est retrouver cette notion de spatialité dans la relation énergétique à l'autre, de façon à pouvoir un peu respirer, à pas être dans cette confrontation de deux limitations qui se rencontrent et qui s'excitent pour faire un enfant. Enfin, ça, on en a déjà longuement parlé, mais on pourra en redébattre. Mais dans la relation tantrique, c'est la relation entre deux êtres qui ont acquis une certaine fluidité et qui donc vont pouvoir rencontrer la spatialité dans leur relation. Et ça, c'est quelque chose de très précieux, très rare. Ça se trouve que quand deux êtres relativement spatiaux, on va dire, qui sont déjà bien fluides, voilà, se rencontrent. Cela dit, des fois, on peut aussi avoir une rencontre très fluide avec quelqu'un et que la personne n'est pas forcément non plus tout nettoyée et soit globalement dans son enracinement. C'est pour ça que je travaille aussi beaucoup sur l'enracinement, connaître son pouvoir, connaître comment on fonctionne, ça c'est ce qu'on fait dans nos stages, peut être aussi vraiment un vilain monsieur ou une vilaine dame, parce qu'il n'aura pas pris conscience de son pouvoir. Donc la spatialité peut être aussi utilisée à mauvais escient. C'est quand même un peu terrible, mais c'est un peu comme ça, comme l'ego peut être utilisé à mauvais escient. Parce que nous sommes faits de ces deux briques, plus et moins. Donc on peut toujours tout utiliser et tout récupérer dans cette polarité plus et moins. La seule être qui ne peut plus rien utiliser de tout ça, c'est l'être qui est éveillé, c'est-à-dire qui a vraiment réalisé ce mariage alchimique en lui des forces négatives et positives. Nous serons toujours dans un monde duel, même dans cette nouvelle époque, même dans ce nouveau paradigme, nous aurons toujours cette même composante, polarité plus et moins. Il y aura toujours des gens malfaisants, même dans le nouveau paradigme. Et ça sera toujours à nous de faire le travail, de relier en nous ce qu'on fait dans nos stages avec Gérard, de relier l'axe puissance-conscience, c'est-à-dire de relier ce négatif et ce positif en nous pour accomplir cette noce alchimique, en fait, ce mariage intérieur de nos deux polarités. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un travail, je dirais, qui a à faire sur l'intellect, sur l'émotionnel ou uniquement énergétique? Je pense que l'énergétique, c'est ce qui sous-tend tout. Hein. Après, ça va se traduire par un discours intellectuel différent. C'est pour ça que moi, je suis pas une grande fan des philosophes, parce que souvent, je les trouve déconnectés à plein de niveaux d'eux-mêmes, même s'ils ont des pensées très extrapolées. Et puis moi, ça me perd, parce que d'un seul coup, leur pensée, pour moi, si elle n'est pas enracinée dans même dans leur puissance, dans leur sexualité, dans leur cœur. J'ai lu un truc récemment dans un magazine là, qui s'est transformé en vendeur de pommade là, qui s'appelle Clé. Ouais, j'en profite pour tacler un peu parce que vraiment, je pense que Nouvelle Clé, c'était un très beau journal et maintenant, on vous vend de l'antirides. Hein, voilà. Donc c'est comme ça. Est-ce que c'est une fatalité? J'en sais rien. Mais j'ai pas de réponse là. Non, mais c'est vrai que ça me met un peu en colère des fois parce que j'ai lu donc quand même, il y avait quand même quelque chose d'intéressant dans Clé, mais c'était les philosophes qui parlaient de la sexualité. Ils disaient que la plupart des philosophes se désintéressent de la sexualité parce que c'est l'animalité. Moi, j'étais effondrée. Je me suis dit, mais s'il n'y a pas un de ces philosophes dont ils parlent, qui sont quand même des éminentes personnes, qui se sont penchés sur ce qu'est le tantra, et sur ce que le tantra peut apporter par rapport à leurs pensées, je trouvais ça vraiment absolument, mais je tombais de haut, quoi. Hein. Je trouvais ça inouï quand même, parce qu'il y a quand même des très très beaux textes du tantra, il y a de la poésie, enfin il y a des choses extraordinaires pour nourrir son intellect, je veux dire, par rapport à ces notions-là. Hein. Et donc l'émotionnel, c'est pareil, l'émotionnel, il est nourri aussi par, en même temps, le raffinement de l'émotionnel, mais essentiellement par le raffinement de l'énergie. Voilà, si on a fait une bonne conduction de sa puissance, si on a fait évoluer le long de sa fameuse Kundalini, son énergie de puissance dans son sexe, dans son cœur, et après dans son intuition et dans son esprit,
quoi de plus beau pour un être humain qui se dit philosophe, entre guillemets. Philos, c'est la sagesse. Alors, et dans ce sens-là, qu'est-ce qui t'a amené au tantra? Parce que on pourrait se dire que, comme la plupart des gens imaginent cette notion de sexualité, alors on peut faire effectivement la distinction entre énergie sexuelle et puis le sexe à proprement parler. Donc, quelles étaient peut-être les images d'Épinal que tu avais, les projections que tu avais quand tu as découvert le tantra, et puis de ce qui t'a surpris en découvrant comment il se travaillait, ce qu'il te permettait? Laurent, c'est un long parcours, hein, ça. Je vois qu'il reste quelques minutes. Et c'est un long parcours. J'adorerais le débattre, j'adorerais en parler plus. Ça vient pas comme ça. Encore une fois, c'est souvent aussi sur quelque chose de difficile qu'on démarre. Parce qu'il y a un constat de quelque chose qui va pas. Et dans ce constat de quelque chose qui va pas, c'est pour ça qu'on parle de guérir ou d'améliorer grâce au tantra les choses. Dans quelque chose qui va pas, il y a quelque chose en soi qui languit pour quelque chose d'autre. Et on se rend bien compte que ça peut pas être que ça. Voilà. Et c'est dans cette espèce de sensation, ça ne peut pas être que ça, que va germer la recherche vers, mais si ça n'est pas que ça, alors qu'est-ce que c'est? Et là, on commence à chercher. Et moi, ça s'est passé très naturellement dans mon cheminement. Et ensuite, quand j'ai été amenée à co-animer des formations de tantra pendant des années, après j'ai compris. Mais finalement, pendant toutes ces années où on a partagé beaucoup de choses avec mon ex-co-animateur Soudir Roche, dans le fond, on a eu à traiter surtout beaucoup de misère avant d'arriver à toucher les zones de spatialité ou d'extase ou de choses vraiment sublimes. On est amené à voir vraiment des femmes fracassées, des hommes très perturbés, des histoires de viol, des histoires d'inceste, des histoires terribles. Et finalement, avant d'arriver à passer à l'endroit où ça va devenir fluide, il faut traverser ces fameux bouchons. Et là, quand on parle de sexualité, les bouchons, ils sont vite vus. Hein. Il faut dire que 2000 ans d'histoire, en tout cas en France, d'histoire et d'imprégnation judéo-chrétien, forcément, le sexe a été banni. Tout ce qui avait rapport au corps et à la sexualité n'avait pas lieu d'être. Donc, oui, pas évident sûr. de se reconnecter à ça. Et il est vrai que je regarde autour de moi, et en parlant, je fais le constat tout simplement de ce que tu viens de dire, à savoir le nombre de familles, et qu'importe le degré de culture au sein des familles, ça n'a strictement rien à voir, ou les incestes, ou la pédophilie, ou que sais-je encore, les viols et autres sont présents, c'est incroyable. Autant je trouve que c'est pas forcément mis en avant à la télévision, puisqu'on parlait des masses médias d'une manière générale, les dégâts que peut créer j'irais pas plutôt mais nos frustrations. Nos frustrations, dès le moment où il y a limitation, il y a forcément perversion derrière. Et nos perversions en rapport avec le sexe dans nos sociétés est omniprésente. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir à quel point les sites pornographiques ou tout ce qui a rapport au sexe, entre guillemets, dit débridé, est présent. Et notre jeunesse, puisque tu parlais de la jeunesse tout à l'heure, et de ce qu'on pourrait peut-être leur laisser, ou en tout cas l'image que l'on leur montre de la sexualité ou du rapport entre hommes et femmes au jour d'aujourd'hui, est à cette image-là, à savoir consommation. Le sexe se consomme au même titre que n'importe quoi d'autre. Oui, alors là, on touche un point, si tu veux, qui est carrément... Je suis presque sans mots tellement la situation est assez dramatique, on va dire, sur ces sujets-là. J'espère très très fort que les décennies qui viennent devant nous vont commencer à guérir un petit peu ça. Mais je ne suis pas non plus utopique. Je pense que ça va prendre du temps pour beaucoup de... Enfin, Dieu merci, là, on va dire que la vibration plus élevée de la planète va peut-être aider à guérir un certain nombre de choses. Mais il y a déjà énormément de... Pour moi, ce que je vois, par exemple, de tous ces intégrismes qui émergent maintenant, tous ces intégrismes, on peut les regarder aussi comme des sauvegardes de cette espèce de vague de pornographie, de cette vague comment on peut dire, cette flaque de pornographie effroyable. Et moi, je comprends ces hommes qui veulent protéger leurs femmes de ça. Enfin, tout ça, c'est relativement artificiel et parfois un petit peu hypocrite. Mais cela dit, ça a quand même du sens. Parce que finalement, on veut voiler les femmes, on veut les protéger
de tout ça où on a l'impression que ça va les salir aussi bien, et que les hommes se sentent même coupables eux-mêmes de salir ces femmes par rapport à tout ça. Alors, tout ça, c'est un espèce de sujet incroyablement tabou, incroyablement peu évoqué, peu parlé. Moi, j'ai souvent pensé, je me suis dit, tiens, ça serait vraiment bien avec Laurent si on pouvait débattre de ça peut-être un peu régulièrement avec des auditeurs, parce que moi, j'écoute de temps en temps Brigitte Lahaie, là, qui parle de sexualité. Cette femme, elle fait sûrement un travail très très bien. Mais pour moi, c'est pas, je veux dire, au bout d'une demi-heure, je peux plus écouter. Je vois pas de solution à l'endroit où je suis, d'expliquer de plus en plus comment on va mieux s'exciter pour arriver à mieux faire ci ou faire ça. Pour moi, il n'y a pas de solution là-dedans. Qu'on ait une sexualité épanouie, ça c'est très bien et c'est très important. Mais qu'on limite la sexualité à ce qu'on en connaît tel quel, pour moi c'est une gigantesque erreur spirituelle. Voilà. Pour moi, tant que la sexualité n'est pas reliée au cœur et à l'énergie centrale, c'est-à-dire, je dis souvent ça, c'est faire le chemin. On va dire que il y a un certain chemin de la sexualité qui est l'esprit qui va enfanter la matière, voilà. Et puis il y a un autre chemin qui est la matière va réenfanter l'esprit. Voilà. On pourrait dire que dans la voie du tantra, on va faire ce chemin-là, et c'est en retrouvant cette beauté de la sexualité quand elle est reliée, et qui peut avoir tous les mêmes ingrédients d'ailleurs que la sexualité normale, sauf de ne pas encourager évidemment toutes les pornographies et toutes les choses absolument dégradantes qui sont largement acceptées. On va voir ce pauvre Strauss-Kahn, est-ce qu'il est en train de se prendre... Mais c'est pas par hasard qu'il se prend ça dans la tête. Mais il se le prend pour tous ceux qui se le sont pas pris. Hein, il est un petit peu aussi la bête noire, le pauvre. Moi, j'aurais pas envie de le... Moi, ce que je suis halluciné, c'est comment cet homme-là n'a pas essayé de comprendre pourquoi il avait ces besoins-là. Et pourquoi il n'a pas cherché dans les livres, mais je crois qu'il a été vraiment... Comme tous les gens de pouvoir, il a été trop drogué au pouvoir pour se poser des questions essentielles pour lui. Or, c'est quelqu'un qui aurait été formidable à rentrer dans une démarche tantrique et à comprendre ce que c'est. Et à comprendre qu'est-ce que c'est que de relier toute cette énergie qu'il avait besoin de muter, de transmuter à travers toutes ces affaires-là, d'aller faire du sexe à gogo. C'est parce qu'il avait trop d'énergie à transformer. Il ne pouvait pas la transformer, cette énergie, s'il n'avait pas de la conscience. S'il n'avait pas un système, justement, que son intellect et son intelligence pouvaient comprendre que cette énergie-là, il pouvait s'en servir de carburant pour sa spiritualité et non pas d'aller se répandre dans ce qu'il a fait et qui malheureusement l'a extraordinairement détruit. S'il ne s'était pas passé ça dans sa vie, il serait président dans quelques mois. C'est ça qui est fou. Hein. Comment une incompréhension à ce niveau-là peut jouer. Et nous, qui sommes un petit peu au courant de ces choses-là, nous, on nous regarde de très très loin. Nous, on est des petits babacools à la gomme, et il faut surtout, à la limite, faut qu'on rame pour arriver à prendre la parole. Faut qu'on rame pour arriver à faire un petit article dans un journal ou un truc comme ça. Heureusement qu'on a ici et maintenant pour s'exprimer. Hein. C'est ça qui est absolument paradoxal et inouï, quoi. Avec nous, Sylvie Carlet, qui travaille en partenariat avec Gérard Longuet. Gérard Longuet qui est ostéopathe. Sylvie, elle est énergéticienne, thérapeute. Pour en savoir plus, je vous donne les deux numéros de téléphone. Celui de Sylvie, le 06 85 71 48 63. Le 06 85 71 48 63. Celui de Gérard, qui travaille dans le sud de la France, mais qui se rend sur Paris 3 jours par mois. Le 06 08 73 77 23. 06 08 73 77 23. Le site internet de Sylvie, www.écologie-intérieur.com, écologie-la touche 6 de votre clavier, intérieur.com. Je vous rappelle aussi que Sylvie vous propose des stages. Les dates, les voici. Le week-end du 30 mars, et le 1er avril, la thématique « Retrouver la puissance de l'amour par le tantra ». Il y a aussi ce week-end, quand je dis week-end, ça commence le vendredi soir, samedi et dimanche jusqu'à 16h, du 22 juin jusqu'au 24 juin. La thématique « La voie de l'écologie intérieure ». Et enfin un stage d'été qui aura lieu à la montagne,
Au programme méditation, tantra blanc, ainsi que randonnée. Ça sera du 4 au 11 août. Et je rappelle le livre qui s'intitule Écologie intérieure, qui paraîtra cet automne aux éditions Très Daniel. Fin de cette deuxième page promotionnelle. Le 08 92 23 95 20, je vous laisse la possibilité, auditeurs, auditrices, de venir à l'antenne poser vos questions auprès de Sylvie. Le 08 92 23 95 20. Sylvie. Oui, je dis juste une petite aparté par rapport à Gérard. Gérard, qui reçoit, enfin, on pourrait dire des centaines et des centaines de gens dans son travail d'ostéopathie, a extrêmement hâte aussi de rencontrer des gens qui ont envie de se prendre en charge. Et je pense que tous les gens, s'ils entendent le numéro de téléphone de Gérard, qu'il sollicite auprès de lui un entretien pour faire un travail intérieur, parce que sinon il ne prend plus de clients au niveau de l'ostéopathie. Voilà, c'était bien de le préciser. Ah oui, effectivement. Alors, dans ce sens, lorsque avec Gérard et au sein de Écologie intérieure, vous organisez des stages, finalement, en dehors du tantra, notamment le tantra blanc, comme tu viens de le préciser, quels sont les outils que vous proposez? Alors, en fait, nous avons mis nos compétences en commun. C'est-à-dire, moi, je suis évidemment j'ai apporté beaucoup d'outils créatifs. Donc, on utilise en effet beaucoup d'outils créatifs. Mais nombreuses années de formation au niveau du tantra aussi. Donc, j'ai aussi beaucoup d'expérience au niveau des structures qu'on peut utiliser. Pour faire avancer au niveau énergétique, on a beaucoup d'exercices de respiration. Ce que je rassure aussi les gens, c'est aussi très ludique et très très simple. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu d'appréhension quand on parle du tantra. Et certainement ils tombent souvent en dehors en se disant ben non, mais finalement pourquoi est-ce que j'ai eu peur? Il n'y a pas du tout à avoir peur d'aborder ces choses-là, au contraire. Et à se dire qu'il y a avant et il y a après. Une fois qu'on a pu mettre des mots sur certaines choses, je pense qu'on se sent déjà partiellement libéré, au moins sur un certain chemin. Alors bien sûr, je pense qu'on est nombreux à travailler dans cette direction-là. Nous, on a cette spécificité, c'est qu'on s'intéresse aussi beaucoup quand je dis cet axe puissance-conscience, c'est qu'on s'intéresse en particulier à comment les gens utilisent leur pouvoir. Et à connecter en fait le pouvoir, la sexualité au cœur et à la conscience. Parce que dans la spiritualité, voilà, pendant longtemps, on s'intéresse essentiellement à ce qu'il y a au-dessus de la ceinture, hein, c'est-à-dire voilà, au niveau du cœur, l'esprit, les prières, la dévotion. Nous, on va regarder quelquefois dans des zones un petit peu plus profondes, en particulier, voilà, comment je fonctionne, on analyse beaucoup ça, on regarde, ou même dans la constellation familiale, qui avait le pouvoir, par exemple, et ça c'est une chose que chaque auditeur peut savoir, que dans sa famille, qui a le pouvoir, est-ce que c'est le père, est-ce que c'est la mère, est-ce que c'est le petit frère, ou le grand frère, qui a le pouvoir, qui tient la barre du bateau. Et moi, dans tout ça, par exemple, et moi, la personne se posant la question, est-ce que je tiens la barre de mon bateau ou pas? Ou est-ce que je tiens la barre du bateau de mon mari? Ou le mari, est-ce que je tiens la barre du bateau de ma femme? Et donc, on se pose beaucoup de ces questions. C'est assez essentiel, parce que le travail de libération de l'énergie veut dire qu'on commence à se réapproprier sa liberté. Et si sa liberté est déjà mise sous condition par un contrat de tutelle, on va dire, qui est souvent un contrat hérité de l'enfance, parce qu'on a été élevé par une famille où la mère avait le pouvoir plutôt que le père, ou inversement. Et donc on va recréer cette même tutelle dans notre environnement, et on va répéter les mêmes schémas. Voilà. Donc déjà de se poser ces questions-là, c'est déjà à cet endroit-là une rencontre avec soi-même qui est essentielle, et je pense qu'assez peu de thérapeutes abordent. Hein. Et ensuite, on peut à ce moment-là voir comment cette énergie de puissance parce que c'est un peu notre réservoir, hein, c'est un peu le fond du volcan, hein, c'est la lave en fusion. Et la sexualité, c'est déjà l'étage au-dessus, bizarrement. Et donc déjà, c'est pour ça qu'aussi dans la sexualité, il y a beaucoup de jeux de pouvoir. Et puis il y a des fois des gens les sadomaso, ils aiment bien jouer là-dessus parce que ça vient alimenter quelque chose, mais qui reste complètement par en dessous, qui se canalise pas. Hein. Alors là, déjà, en regardant cette notion du pouvoir et des racines,
on va commencer à comprendre des choses. Ensuite, on va voir un petit peu comment ça se déploie dans le désir ou dans ce feu qu'il y a au niveau du bassin. Donc là, on fait beaucoup de travail de respiration, on canalise. Pour ça, c'est beaucoup d'exercices qu'on fait seul, et puis des exercices qu'on fait à deux. On se met à deux, hommes-femmes, ou des fois même quelquefois, on peut mettre 2 hommes, 2 femmes. C'est pas forcément toujours important. Et on va faire un travail de respiration. Enfin, il y a une respiration dans le yoga, Kundalini Yoga, qui s'appelle la respiration du feu, où on va faire une respiration où on active beaucoup l'oxygène, par exemple, et à ce moment, on bloque, et on contracte le périnée, et on laisse se canaliser l'énergie. Et c'est un petit exercice, mais on en a beaucoup, comme ça. Et petit à petit, et alors dans ces cas-là, quand on fait ce genre d'exercice, petit à petit, il y a des zones émotionnelles qui vont se déboucher toutes seules. Voilà. Et ainsi de suite. Et après, on a tout un tas d'outils pour faire émerger les émotions qui sont restées un peu tankées dans l'enfance. Voilà, toutes les choses où on pense qu'on est victime, ou qu'on a été victime de ses parents, ou victime de ses frères et sœurs, etc. Donc on va travailler sur toutes ces idées-là, mais surtout sur l'énergie qui sous-tend ces idées-là. Et ensuite, on va s'apercevoir aussi que si on ne travaille pas sur le moule de l'idée, on va sortir du groupe, et si on continue pas le travail, 6 mois après, on aura re-rempli le moule de l'idée que on est victime, et on recommencera le même schéma. Ce qu'on voit beaucoup dans les relations. Je quitte mon mari ou mon partenaire parce que ça va pas, j'en prends un autre, mais je vais recréer exactement les mêmes trucs. Pourquoi? Parce que le moule dans lequel le pattern, on va dire, va se répéter. Tant qu'on n'a pas été comprendre le pattern, et le pattern, il a son siège dans le cerveau, dans ce qu'on appelle les réseaux de neurones du cerveau. Donc, en fait, encore une fois, c'est en amplifiant l'énergie créative, donc l'énergie vivante, qu'on va pouvoir avoir assez de force pour créer un nouveau chemin dans notre cerveau. C'est ça le comble de la créativité. Ou pour aller d'une situation A, B, on avait l'habitude de toujours aller dans le pattern merdique. Là, on va trouver, pour aller de A à B, je vais prendre un autre chemin neuronique dans ma tête, mais que j'aurais choisi, et que au lieu de le faire dans un endroit où il y aura que des cactus piquants, je vais le faire dans un endroit où il y aura que des petites fleurs bleues, par exemple. C'est un exemple. Donc tout est concerné depuis nos racines dans nos racines, notre pouvoir, notre sexualité, notre positionnement, nos émotions, notre intuition, notre pensée, notre cerveau. De toute façon, tout est dans le cerveau, on le sait bien, mais enfin, on sait aussi qu'on a beaucoup de neurones dans le ventre, par exemple. Et dans le cœur. Et dans le cœur. Donc moi, par exemple, qui suis en train de m'occuper de mes neurones digestifs, je sais que si d'un seul coup mes neurones digestifs sont plus à l'aise, moins contrariés, ça va me permettre aussi de déployer beaucoup plus d'énergie dans les autres parties de mon fonctionnement, par exemple. Donc, tout est dans le cerveau, oui, mais tout est partout. Tout est possible, non? T'as dit pour ton atelier? Oui, tout à fait, oui. Voilà, donc est-ce que ça répond à ta question? Oui, tout à fait. Et en même temps, force est de constater que là, pour ce qui est des stages, on agit directement sur le cadre du développement personnel. Et ce qui, en même temps, reflète le fait que quand on va assister à ces stages, on travaille sur soi. Et de débloquer ou déboucher la tuyauterie amène forcément à retrouver son pouvoir. Tu utilises, à utiliser un nombre de fois incalculable le terme pouvoir. Oui. Et par pouvoir, on entend responsabilité, auto-responsabilité, oui. Indépendance, et de pouvoir prendre pour le coup son destin en main. Et quand je dis son destin, ne plus être assujetti finalement à ce que l'on croyait être soi, mais qui appartenait aux parents, au père, à la mère, etc. Et être dans ces fameux patterns qui nous contrôlaient à notre insu, inconsciemment. Exactement. Moi, j'ai travaillé avec un maître qui disait rapatrier son autorité. Donc, ce qui veut dire en fait que à chaque endroit où nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui parle à notre place. Nous devons à ce moment-là rapatrier notre autorité, reprendre notre bâton de parole et dire maintenant cette parole c'est la mienne, même si elle n'est pas complètement exacte, mais c'est la mienne. Le 08 92 23 95 20 pour intervenir en direct à l'antenne et poser vos questions à Sylvie. Nous accueillons tout de suite Thierry. Thierry, bonsoir. Bonjour.
Bonjour Bonsoir. Thierry. Bonsoir. Bonsoir. J'écoute avec intérêt la relation concernant le tantra, Oui. encore que je ne sache pas réellement ce que ça signifie. Mais par contre, j'en ai une petite impression. Oui. Mais alors, par contre, le mot pouvoir Oui. arrive extrêmement fréquemment à l'intérieur de votre discours. Oui. Et je suis agacé, Bah, c'est bien, ça veut dire que ça vous concerne peut-être. certainement. Je suis agacé par l'utilisation que vous avez de formules telles que le pattern ou le chemin neuronique. Et là, j'ai, disons, une petite expérience pour avoir travaillé dans le domaine de la pub. Ah ouais, d'accord. Ah, Ah, oui, et donc avec des escrocs. oui. Et je trouve que l'utilisation de termes qui n'ont de sens pour personne comme étant des entités absolues et que tout le monde doit comprendre, Mhm. parce que immédiatement après avoir sorti ce joli mot de pattern ou de chemin neuronique, vous apportez des choses avec des petites fleurs et de la couleur. Alors ça me rappelle tout ce qui est du registre de la manipulation. Oh là. Oh, bah dis donc, vous me donnez beaucoup de Non, grades non, de manipulatrice. Non, je non, ne non, dis pas non, que je vous pense êtes que j'essaie, non, 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 manipulatrice. j'essaye de comprendre ce qui vous intéresse et pourquoi vous appelez. Moi, quand je parle de pouvoir, on pourrait dire le mot puissance, peut-être à la place si ça vous convient mieux, parce que je parle pas du pouvoir politique ou du pouvoir, ça c'est la manifestation d'une certaine puissance. Je dis que nous sommes faits en même temps de puissance et en même temps de vulnérabilité. Mais il y a un endroit où, et je pense que certainement si vous êtes un homme d'expérience, vous savez très bien, par exemple, dans une relation avec une femme, si vous êtes un homme, on sait très bien si c'est quelqu'un, si on arrive à affirmer bien qui on est en se sentant complètement libre, ou si on est bridé, par exemple, parce qu'on est avec une femme qui est assez puissante, ou alors si c'est nous qui avons une ascendance sur cette personne. Ça veut dire que simplement on a une partie de nous, parce on est bisexuel, on est homme et femme, où souvent il y a un ascendant chez l'un et chez l'autre. Et ça se retrouve dans les cultures, évidemment depuis très longtemps. Il y a eu des matriarcats, il y a eu des patriarcats. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est à l'intérieur de nous, cette espèce de noce à l'intérieur de chacun, de la puissance et de la conscience en soi. Je note le noce Voilà. en plus. Eh ben, vous trouvez ça dans la chimie, hein, ça se trouve un petit peu partout. C'est l'endroit où le féminin et le masculin se rencontrent à l'intérieur de nous-mêmes. On pourrait dire la force et la vulnérabilité qui se rencontrent. Ça voudrait dire les deux ingrédients moins et plus qui se rencontrent et qui vont en tisser. Alors, je vais revenir terre à terre. Mhm. Bon, vous avez parlé de quelque chose qui se rapproche de l'éducation. Oui, Or moi, c'est quelque chose qui me passionne. d'accord. J'ai un enfant handicapé qui est dû parce que l'éducation de mes parents Mhm. était mauvaise et mes parents ont fabriqué un handicapé. Votre enfant à vous. Le mien, oui, c'est moi qui m'occupe de l'enfant. D'accord. Bon, mais eux, leur éducation a été mauvaise. Ils se sont crus le pouvoir Oui. absolu Mhm. de dire que je n'étais qu'un petit con, D'accord. mis à part que quand on oublie de mettre ses lunettes et qu'on se trompe de fiche et qu'on confond la fille et la belle-fille, c'est pas les mêmes grossesses. Donc, sur le plan de l'éducation de ces mandarins, qui sont des individus qui avaient le pouvoir, j'ai une certaine agressivité. Ben oui, ça sent un Et petit peu. Hein. ça peut s'entendre. Hein. Oui, tout à fait. J'ai tendance à être un mangeur de mandarins.
ensuite, ça sert à rien d'être mangeur de mandarin. Il faut faire quelque chose. Exactement. Et donc, je me suis attaché à travailler auprès des jeunes ados entre la 6e et la 1re, et d'essayer de leur faire comprendre ce qu'était le handicap, en partie. C'est pas... Aujourd'hui, je suis un vieillard à la retraite, mais par contre, ça, pour moi, c'est le travail. Mais bien sûr. C'est le travail. Alors, j'ai un autre travail qui est... Alors, excusez-moi Thierry, mais est-ce que vous avez, par rapport à l'éducation, justement, une question à poser à Sylvie? Oui. Alors, le problème, c'est la notion concernant ce pouvoir dont on a besoin en tant qu'éducateur. On a besoin de ce pouvoir parce que l'enfant, je pense à mon petit-fils qui a 6 ans, 3/4 et un peu plus. Il va bientôt avoir 7 ans. Et c'est un enfant adorable, mais qui a besoin de voir où se trouvent certaines limites. Et les notions concernant le tantra me paraissent intéressantes dans la mesure où c'est l'éducation au corps. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est ça votre question? C'est-à-dire que le temps tourne très très vite et on a très envie bientôt fini l'émission, ouais, de vous satisfaire en vous donnant une réponse qui vous éclaire par rapport à ce que j'ai disons modestement dit pendant cette heure et demie. Et disons que je vais rebondir sur ce mot qui vous a choqué au début de pouvoir, ou de puissance, mais je pense que c'est vraiment une question qui me paraît vraiment extraordinairement importante, et pour nous en tant qu'individus, quel que soit notre âge, et pour évidemment les enfants en particulier, qui ne peuvent pas grandir et exister si on ne leur met pas des limites, et qui ont eux-mêmes besoin, quand ils seront un petit peu plus adultes, de savoir qu'est-ce que c'est que leur puissance. Un enfant va jouer de toute façon, de façon inconsidérée avec son pouvoir et sa puissance, jusqu'à ce qu'on lui mette des limites. Et on sait très bien qu'on a eu des grandes périodes d'enfants rois, où ces enfants ont littéralement tyrannisé les adultes. On voit qu'actuellement, les adolescents tyrannisent leurs maîtres, etc. On est dans une société où il y a énormément de choses à comprendre avec sa conscience sur qu'est-ce que c'est que le pouvoir ou la puissance ou la manipulation que peuvent faire les individus de cette partie-là. Et je ne parle pas de la politique, et je parle pas de ça. C'est tout l'intérêt que je trouvais de votre discours. Eh ben, écoutez, ça me fait très plaisir, et c'est un débat que j'aimerais beaucoup qu'on continue avec Laurent ou avec d'autres, parce que on est peu à l'aborder. Et je pense que c'est très 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 important. Justement, donc voyez, n'ayez pas peur de mes petites fleurs bleues, parce que il faut bien qu'on rêve un tout petit peu. Et en tout cas, c'est un sujet qui me tient très très fortement, parce que tout simplement, je crois que j'ai une certaine vision aussi de la réalité. Et je suis assez réaliste. Et j'ai moi-même 3 enfants. Et c'est pas. J'ai gagné, j'en ai 4. Voilà. Écoutez, monsieur, je vous dis au revoir. Merci de votre appel. Au revoir. Oui. Et tout de suite, c'est la fin de cette émission, effectivement, avec la dernière page promotionnelle. Avec nous ce soir, Sylvie Carlet. Je vous rappelle que Sylvie est naturopathe, énergéticienne, autant pour moi. Désolé Sylvie, énergéticienne, thérapeute, artiste aussi notamment. Oui, il faut dire que la créativité chez toi est omniprésente. C'est mon métier aussi. Ouais. Gérard Longuet, ostéopathe, qui lui aussi travaille dans le cadre du développement personnel. Pour en savoir plus, ces 2 numéros de téléphone, celui de Sylvie et celui de Gérard. Celui de Sylvie, le 06 85 71 48 63, 06 85 71 48 63. Celui de Gérard qui travaille dans le sud de la France et qui vient 3 jours par mois sur Paris, le 06 08 73 77 23. Je répète, 06 08 73 77 23. On rappelle le site internet www.écologie-intérieur.com. Le tiret, c'est la touche 6 de votre clavier. écologie-intérieur.com. Et par rapport aux propos de Thierry, Sylvie, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'écrire des articles
puisque tu parlais tout à l'heure de la presse d'une manière générale, et d'écrire un article justement sur le pouvoir en rapport avec les parents-enfants? Non. Pourrait être intéressant. Ouais, tellement de choses qu'on aurait envie de dire et de débattre sur tous ces sujets, ça c'est sûr que... Merci beaucoup de m'avoir reçu, de m'avoir donné cette heure et demie de parole, mais pour moi, je reste un peu sur ma faim. J'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à partager. J'espère pouvoir le faire aussi dans le cadre des futurs débats, conférences qu'on fera. Parce que pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de débattre. Parler seul, avec toi, c'est génial, mais débattre un petit peu pour faire avancer les choses. Tu auras certainement l'occasion de le faire. Ça m'amuse aussi. Je trouve ça très vivant et c'est une façon aussi, agréable et vivante de faire circuler les informations. On rappelle donc en même temps que tu proposes avec Gérard des stages, notamment le temps d'un week-end. Ça commence le vendredi soir, ça se poursuit le samedi jusqu'au dimanche 16h. Le week-end du 30 mars jusqu'au 1er avril, la thématique retrouver la puissance de l'amour par le tantra. La voie de l'écologie intérieure le 22 juin, 23 et 24 juin. Et enfin le stage d'été que l'on rappelle qui aura lieu à la montagne. Au programme méditation et randonnée, la thématique le tantra blanc et ça sera du 4 au 11 août. Et enfin, la dernière information à venir, le livre qui est en cours de parution d'édition chez Guy Trédaniel, il paraîtra, ça sera pour la rentrée, septembre approximativement. Voilà, c'est ça. Fin de cette dernière page promotionnelle. Alors, vu qu'il reste, on va dire, une minute, peut-être que on pourrait conclure avec les propos de Pierre Rabhi. Oui. Je te laisse. Ah. Bah, c'est mieux quand même si c'est toi qui en parles. C'est sûr. Non, Pierre Rabhi, c'est vraiment, c'est le pâtre merveilleux de notre époque qui, dans sa modestie et sa sagesse et sa normalité, on va dire, sait trouver les mots tellement extraordinaires. Et donc, dans sa légende du colibri, il nous explique que la moindre petite goutte d'eau transportée par le colibri participe à éteindre l'immense incendie qui ravage la forêt. Et mon désir, c'est d'être un colibri parmi les autres colibris, et c'est de rameuter tous les colibris pour que on ait vraiment des milliards de gouttes d'eau pour éteindre l'incendie on va dire surtout de l'inconscience et de la tristesse, du malheur et du mal-être, et que ça se transforme en quelque chose d'un petit peu plus joyeux sur cette planète, quoi, et qu'on puisse célébrer la vie et célébrer un peu cette présence dont on ne comprend rien d'ailleurs sur cette planète au milieu de ce cosmos. Donc voilà, bon vent aux colibris et bon vent à tous les petits papillons aussi qui avec leurs petits mouvements d'ailes vont faire basculer la planète dans la nouvelle ère. Voilà. C'est ici maintenant. Ici et maintenant, et merci à toi Didier et à toute la radio, et vraiment c'est un bonheur de venir vous parler à chaque fois. Bah merci pour nous avoir accordé 1h30 de ton temps. Hein, super. Allez, je te souhaite bon vent. Ouais, super. Pas bien des ailes surtout. Ouais, merci Laurent. Au revoir Sylvie. Au revoir. La suite de nos programmes sur ici-maintenant.com, puisque nous quittons la bande FM, retour ce soir à 23h avec la libre antenne de Clara. Je vous souhaite une très bonne soirée, à demain 17h30. Magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici et Maintenant 95.2 FM, ici et maintenant.com pour nous écouter via internet. Santé et Spiritualité en partenariat avec la librairie de l'Inconnu, rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement à Paris, librairie-inconnu.com pour leur site internet.